Mais si ton objectif, comme nous autres, c'est genre de tout le temps apprendre, ça devrait te sonner une sonnette d'alarme. Tu sais, tu deviens confortable dans ta connaissance, tu viens de stagner, là, c'est normal. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis super content d'avoir Mathieu Dubroc, qui est propriétaire du CrossFit Laval, copropriétaire du CrossFit de l'Est et coach en chef de Force 5. Bienvenue Mathieu, comment ça va? Ça va super bien, merci de me recevoir. Cool, donc j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire, ton parcours quand même assez intense à travers le CrossFit, à travers l'activité physique, tout ça. Qu'est-ce qui a amené que là, présentement, tu es où ce que tu es? C'est ça, si tu veux nous expliquer un peu ça, des grandes lignes. Moi, à la base, dans le fond, je suis quelqu'un qui aimait bien gros le sport quand j'étais jeune, mais qui n'était pas très athlétique. Dans la famille, mettons, mon frère était bien plus athlétique que moi, là, au niveau qu'il pratiquait. Si on faisait du ski, là, on aimait bien gros faire du freestyle. Il pratiquait pas. Moi, je pratiquais, mettons, pendant 3 semaines. J'arrivais à faire une manœuvre. Lui, il arrivait, il le faisait parce qu'il m'avait vu le faire. T'sais. Ce genre de gars-là, j'étais là. Mais j'aimais ça intense, justement. Je pense que j'aimais encore plus pratiquer à l'avoir que de l'avoir. Parce que comme j'avais un petit peu plus de mal, c'était comme, pour moi, exemple en ski, genre, m'améliorer, c'était de pratiquer, d'enlever mes skis, remonter à pied, puis de le réessayer, puis de le réessayer. Puis à un moment donné, tu l'as. C'était un peu le même principe en bateau à voile. C'était un peu le même principe en rollerblade, qu'est-ce que je faisais. Fait que je m'entraînais pas du tout en salle, mais j'aimais bien gros pratiquer. Puis arrivé un moment donné, j'ai décidé de choisir un sport, puis j'ai fait bien gros du bateau à voile, où est-ce qu'il fallait que je reste vraiment léger. Il fallait que je pèse 155 livres ou moins. Fait que, je veux dire, je suis déjà pas gros, là. C'est 30 livres en moins que ce que je fais en ce moment. Il fallait vraiment que je reste léger. Fait qu'il n'était pas question trop de m'entraîner. Je faisais juste des affaires bodyweight, ben de la course. Puis je me pensais bien bon. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu te qualifies sur l'équipe nationale. Et tu penses que tu es un athlète incroyable. Puis à un moment donné, il y a un de mes coachs qui m'a dit Hey, tu es toujours sur la route. Tu devrais checker ce site-là, CrossFit.com. Ça, c'était janvier 2007, je me rappelle. Je suis allé sur le site, puis j'ai vu un workout insignifiant. En tout cas, c'est ça que je pensais. C'était genre 400 mètres de course, 21 petits kettlebell swing avec une affaire de 24 kilos. Fait que, même si j'étais pas fort, c'était pas lourd. Là. Fait que 50 livres. Là. Puis 12 pull-ups. Il fallait juste faire 3 rounds. Puis moi, dans ce temps-là, 12 pull-ups stricts, c'était une joke. Là. J'en faisais comme, mettons, 35 stricts parce que j'étais léger comme rien. C'est juste ça qu'on fait. La course, je faisais des 10 km faciles en 40 minutes. Fait que j'étais comme, yo, c'est une joke, c'est un warm-up, cette affaire-là. Puis pour finir, je l'ai faite contre un Américain. On était sur la base d'entraînement américaine à Miami, là, pas une base militaire, une base d'entraînement de voile. Là. Puis lui, il dit Ah, CrossFit, cool, je fais ça avec toi, là, on fait un WOD. Il m'a défoncé, j'étais pourri. J'ai découvert là que j'étais pas si en forme que ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond après ça? C'est que j'ai aimé le principe. T'sais, dans ce temps-là, j'avais toutes les idées préconçues un peu de la musculation. Parce que les gens que je voyais qui faisaient de la musculation, assez souvent, ils étaient moins bons athlètes qu'il y avait l'air. Dans mon entourage. Puis je l'ai bien dit, préconçu. Là, c'est zéro ce que je pense maintenant. Mais dans ce temps-là, si je rentrais dans un gym, je voyais des gens qui avaient l'air en forme, mais que si je leur demandais de faire une tâche athlétique, mettons, dans un sport, j'étais comme, ouais, ils sont pas incroyables. Fait que j'ai pas le goût de faire ça. Je voyais pas que tu pouvais faire du renforcement puis devenir bien meilleur dans ton activité. Je voyais pas ça. T'sais. Puis dans ce temps-là, en plus, le coaching, même peut-être encore maintenant, à haut niveau au Canada, n'était pas ultra développé ou est-ce qu'on reposait juste sur le talent. Moi, j'étais bon à voile parce que j'étais talentueux, pas parce que il fallait que je m'entraîne tant que ça physiquement. Puis là, ça change, puis on le voit avec le hockey et tout ça. Les Russes rentrent, puis les autres, ils savent patiner pour vrai. Quand ils sont bons, on commence à voir que ça vaut la peine d'avoir des coachs de conditionnement physique. Mais dans ce temps-là, là, j'avais aucune
conscience de ça. Puis c'est le CrossFit qui m'a fait me rendre compte de ça. T'sais. Parce que le gars qui m'a battu, il me battait sur l'eau aussi. Fait que j'étais comme, hey, il m'a battu dans les deux. Peut-être que si je le rattrape là-dedans, ça va m'aider. C'est plus juste une question de genre, as-tu du talent ou pas? Le gars, il travaille fort à côté aussi. Fait que c'est ça qui a été le déclic. C'était pas tant le CrossFit que, hey, si tu t'entraînes, là, tu peux être plus performant dans la patente que tu veux faire. Fait que, j'ai eu ce déclic-là il y a, mettons, quasiment 15-16 ans maintenant. Là. Je suis rendu plus vieux. Puis là, l'affaire que j'ai bien aimée avec ce type d'entraînement-là, c'est dans ce temps-là, j'aimais bien gros le parcours, là, puis les affaires de sauter. Tu sais, que tu n'as pas d'équipement, là, parce que comme j'étais tout le temps sur la route, fait que je me suis pogné un dumbbell, une paire d'anneaux, puis j'ai commencé à jouer avec ça. Puis, encore une fois, idée préconçue. C'est comme moi, je suis un gars de sport d'endurance. J'ai pas besoin d'être très fort. Fait que dumbbell de 50 livres, c'est réglé. J'ai pas besoin de plus. Et tranquillement, je me suis rendu compte que d'augmenter ta force puis ton power, c'était peut-être une bonne idée. Là. Parce que ça t'améliorait. Donc, j'ai continué. Je suis tombé comme en amour, plus avec l'entraînement, encore une fois, comme au début, dans le fond. En voile, je suis jamais allé aux Olympiques. J'étais dans les bons Canadiens, mais j'ai jamais fait le top. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi que j'aime vraiment faire dans le monde du sport? Parce que c'est clair que je veux vivre de ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais bon à m'entraîner. J'étais bon à comme faire le processus puis que ça ne me dérangeait pas. J'avais une grosse motivation parce que ça ne me dérangeait pas de ne pas gagner. Ça ne me dérangeait pas de faire 4 campagnes olympiques, rater les 4 fois, puis être comme, hey, c'est quand qu'on recommence? Parce que j'aime le processus. T'sais. Un peu similaire un peu à toi. Tu sais que tu ne gagneras pas Monsieur Olympia, mais tu aimes le processus de voir aussi loin que tu peux aller. T'sais. C'est pour ça que tu es motivé, et c'est pour ça que tu es comme, yo, on recommence quand? J'ai fait une erreur, là, j'ai découvert quoi faire, let's go. T'sais, c'est ça qui nous excite. Fait que c'est un peu ça mon background. T'sais. Je me suis rendu compte que vu que je n'étais pas bon dans rien, c'est excellent dans rien. T'sais. J'allais être comme celui qui était le bon jack of all trades, puis qui allait aider ceux qui voulaient être spécifiquement bons dans quelque chose parce que, ben, un petit peu comme le contracteur général, il en connaît juste assez sur chaque petite spécialité pour les coordonner correctement ensemble. T'sais. Puis c'est vraiment ça qui devient mon rôle, même avec mes athlètes. C'est que je suis jamais celui qui spécifiquement, juste en force, en hypertrophie, en perte de poids, en nutrition, est comme, hey, fais ça, puis tu vas être le meilleur au monde. C'est plus comme, hey, regarde, j'en sais assez pour dire qu'il te manque un petit peu dans ce coin-là. Là, tu devrais aller voir tel spécialiste, je peux le contacter pour toi, puis let's go. Fait que c'est un peu à cause de ça que je me suis développé de cette façon-là, en me disant que je voulais éviter d'être spécialiste dans quelque chose, mais continuer à me former assez pour pouvoir savoir tout ce que je ne sais pas dans. Parce que c'est un peu ça, dans le fond, là, pas tout ce que je sais, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Tout ce que je ne sais pas dans toutes les sphères, puis pouvoir référer justement à savoir quand référer à la bonne personne. Un peu comme le chef d'orchestre qui ne sait pas pantoute jouer tous les instruments, là, sauf qu'il sait quand dire à qui, genre, toi, vas-y un peu plus fort, toi, vas-y un petit peu moins fort, puis il reste que c'est une job. La plupart des gens, le chef d'orchestre, ils n'ont aucune idée qu'il est important. Parce qu'ils voient ça et ils disent ben, c'est les musiciens, c'est celui qui fait le solo, c'est celui, tu sais, tout le monde se rappelle du solo, là. Hey, le solo de violon est incroyable. Mais ils ne se rappellent pas nécessairement, puis ça ne me dérange pas pantoute, là, mais c'est quand même la colle, dans le fond, qui fait que tout est fluide. Tu sais. C'est bien expliqué. Faut quand même comprendre que pour toi, que tu te dises Jack of all trades, tu as des excellentes bases dans tout aussi. Je veux dire, tu n'es pas quelqu'un qui connaît juste un peu une affaire. Je veux dire, tu connais très bien l'entraînement, très bien. Comme je comprends ce que tu veux dire, que tu n'es pas Ouais, spécialiste, mais tu as des. j'essaye, Je trouve mais que je tu veux es dire, tu sais, humble un peu dans ce que tu dis, là. j'ai définitivement pas la prétention Non, non. de penser que. Puis j'essaye de tout le temps, tu sais, je me dis, ça, c'est une bonne mesure, en fait, de qu'est-ce qu'on connaît. Je me suis rendu compte de ça dans les 10 dernières années. Quand tu commences à te dire « Wow, je commence à être connaissant dans telle affaire », c'est là que tu devrais stresser parce que là, ça veut dire que tu as comme arrêté d'apprendre puis dans le fond, tu es rendu dans un plateau. Un peu comme un plateau d'entraînement. Il y a des gens qui disent hey, « Moi, j'ai essayé de gagner de la masse, là, j'ai gagné 10 livres puis après, j'ai pogné un plateau. » Puis là, ils pensent que c'est leur top. Jusqu'à temps que quelqu'un leur fait réaliser genre « Hey,
sais, tu regardes par là, mais as-tu déjà regardé par ici? Mhm. Puis c'est un peu le même principe. Quand je commence à être comme, hey, tu sais quoi, là, en isolation, là, en renforcement, là, je suis un king. Mais là, ça me met une sonnette d'alarme. Dès que j'y pense, puis des fois, tu sais, j'y pense, là, des fois, je suis comme, hey, tu sais, j'ai bien appris là-dedans. Comme, wow, c'est mauvais, ça, Ouais. Matt, là. Là, tu commences à penser, tu es dans le côté plateau, là, tu t'oublies de regarder dans toutes les autres directions. Ouais. Ah, 100%, c'est tellement vrai ça. Puis ça doit être. Ça, tu sais, ça fait plusieurs années que tu es là-dedans, puis je suis sûr que c'est la même chose que moi, que plus ça va, plus t'es comme. Plus t'acquiers de connaissances puis d'expérience, plus t'es comme. Wow, OK. J'ai l'impression que j'en sais moins là que là 10 ans, mais c'est le contraire, mais c'est juste que des fois, tu ouvres une porte puis t'es comme wow, OK, c'est vaste. Tu sais. Je me souviens à un moment donné, j'ai commencé à faire des formations plus en neurologie, posturologie, toutes ces affaires-là. Puis j'ai eu l'impression que c'était une porte que j'ai ouverte vers genre un tellement vaste endroit que j'étais juste comme non, je referme la porte, je veux pas aller là-dedans parce que c'est comme trop deep, comme ça a trop ouvert de possibilités. Tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant dans l'apprentissage continu. Je pense que c'est vraiment un bon point que tu apportes. C'est vraiment important de dire comme si tu penses que tu sais tout, comme commence à regarder ailleurs parce qu'on sait vraiment rien. Là. Ben, puis c'est même pas, je le dis pas de façon péjorative en voulant dire, Non. hey, toi, le grand, là, tu penses que tu sais tout. Non, non, si tu es à l'aise avec ça, c'est correct. Mais si ton objectif, comme nous autres, c'est genre de tout le temps apprendre, ça devrait te sonner une sonnette d'alarme. Tu sais, tu deviens confortable dans ta connaissance, tu viens de stagner, là, c'est normal. Tu sais. Mhm. Tu viens d'être confortable qu'on t'appelle coach, là, puis que tu n'as pas besoin de regarder ailleurs, puis que tu te feras plus challenger. Tu sais. C'est comme non, 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 wow, 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 wow. Tu sais, sonnette d'alarme si tu veux continuer à avancer. Là. C'est pas bon. Là. Ouais, 100%. Parle-nous un peu de ton parcours en tant que coach, justement, parce que là, c'est comme plus athlète, ça t'a amené vers le CrossFit. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à coacher? Oh, ça, c'est bon, man. En fait, ce qui s'est passé, honnêtement, puis je conseille pas ce parcours-là aux gens, mais quand j'ai décidé d'ouvrir mon premier gym en 2009, j'étais encore sur l'équipe canadienne. J'ai pris ma retraite en 2012. Je préparais un peu ma retraite. Puis pour vrai, mon idée, là, c'était comme check. J'aime le CrossFit, je vais m'ouvrir un gym parce que comme ça, je vais pouvoir continuer ma carrière d'athlète puis être payé pour le faire. Puis je vais pouvoir aider des athlètes élites. Tu sais, mes chums sur l'équipe nationale, genre, je vais aller voir les bons boxeurs, puis tu sais, je vais utiliser les top athlètes, là, puis je vais les aider. Puis, dans le fond, ça, c'est pas une mentalité de coach. Ça, c'est une mentalité genre d'athlète qui se dit comment est-ce que je peux faire pour être le centre un peu de l'attention, puis tout s'en va vers moi. Mon coach m'aide, mon gym je me finance, je suis entouré genre d'autres athlètes qui me motivent. C'est ça un peu le modèle d'athlète performant que j'avais appris, fait que c'est juste ça que je connaissais. Mais en ouvrant le gym, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai dû dealer avec des gens normaux. Puis, puis ça paraît weird à dire, mais je veux dire, ça faisait. Je vivais dans une bulle. Mettons, j'étais à Miami. On n'avait pas beaucoup d'argent, fait que je demandais au Yacht Club, y a-t-il un membre qui me prête son bateau? Fait que je dormais sur un bateau. Fait que moi, ma journée, là, j'interagissais avec mon coach, mon partner, une couple de compétiteurs. Je faisais l'entraînement, je réparais le bateau, j'allais dormir. Tu sais, fais ça pendant 12 ans. Là. Pour toi, c'est la norme, mais tu ne sais plus comment interagir avec quelqu'un de normal. Tu sais, avec quelqu'un à qui tu parles, puis il te dit ouais, tu sais, on m'a dit de m'entraîner parce que mon médecin m'a dit j'ai 5 livres à perdre. Là. T'es comme, pardon, t'essayes pas de gagner le marathon de Montréal? T'essayes pas de. Tu sais, comme ça marche pas dans ta tête. Là. Fait que ça a été le premier reality check. Tu sais, j'avais des gens normaux, puis au début, j'étais comme, hey, shit, man, je vais m'ennuyer. Puis pour finir, genre, j'ai vraiment été frappé parce que ces gens-là que j'appelais normaux, là, je mets entre guillemets, parce que dans le fond, personne n'est normal. Là. Tout le monde a des. Tout le monde a des objectifs, puis c'est même bon de ne pas être normal. Là. Mais des gens genre qui n'étaient pas des athlètes de haut niveau, ou du moins qui ne se considéraient pas de même, il y avait encore plus de gains que moi parce que tu es rendu dans des améliorations marginales là, quand tu es au top. Là. Fait que tu deviens excité là, parce que tu as changé ta diète, puis tu as pris genre 0,2 livres, puis là maintenant, je veux dire, tu es rendu excité de petites affaires, tu es rendu excité parce que tu as un peu plus d'énergie, parce que tu as mieux fait ta supplémentation, ou tu as mieux. Puis tu es capable de voir ces petites affaires-là, puis les gens t'en parlent, puis t'en parles aux gens, puis ils ne cachent même pas. Là, t'sais. Puis là, eux autres, man, tu fais une petite affaire, puis là, ils reviennent, puis ils sont quand même, ah, c'est incroyable.
Avant, j'avais besoin de prendre un nap, là, une sieste là, l'après-midi. Là, maintenant, je fais ma journée au complet. Je rentre chez moi et j'ai le goût de m'entraîner. Genre, c'est fou. Puis toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai rien fait pour cette personne-là. Là. J'ai fait faire 2 trainings. Fait que là, j'ai décidé de devenir coach. Là, j'ai décidé, genre, hey, tu peux avoir un impact avec le sport dans le monde de tous les jours, pas pour les entraîner à avoir du succès aux Olympiques ou n'importe quoi qui est ton sport, mais pour les entraîner à avoir un succès dans la vie. Parce que dans le fond, peu importe ce que tu leur apprends, là, que tu sois genre en gain de masse, que tu sois genre apprendre à marcher sur les mains ou à perdre un peu ton gras de babaille, là, c'est pas ça qui est important. C'est que si tu as un coach qui a de l'allure, tu vas apprendre un processus où est-ce que tu n'as pas le choix d'avoir du succès. Tu apprends premièrement à définir c'est quoi le succès. Tu apprends genre qu'il faut des outils. Tu apprends que si ça ne va pas dans le sens que tu veux, c'est pas parce que c'est toi qui es cave, c'est parce que le système que tu as mis en place n'est pas parfait. Fait que tu changes juste le système. Tu ne te fâches pas après toi, pas après le coach, pas après. Tu fais juste dire, hey, il faut qu'on change le système. Puis là, tu atteins ton objectif. Puis là, il y a un moment donné, tu es comme, yo, je peux faire ça dans ma vie, même. Que ce soit avec ma job, avec ma blonde, avec mes enfants, avec, peu importe, man, préparer ma retraite, changer mon char. Peu importe. Puis ça, c'est vraiment qui m'a fait tomber en amour avec justement coacher. Parce que je suis pas devenu un coach ésotérique de vie, tout ça. Je me suis juste dit, si je fais bien ma job dans le gym, ben, il y a tout ça qui va arriver dans leur vie. J'ai même pas besoin de leur en parler. J'ai même pas besoin de dire, hey, viens avec moi, tu vas voir, c'est vrai. Fais juste le faire, ça vaut la peine. C'est pas juste, les gens qui viennent te voir, les gens qui viennent me voir, c'est pas une affaire de vanité que tu veux avoir l'air plus beau, genre devant le miroir. Là. C'est une affaire que tu apprends justement à avoir du succès. Tu apprends genre comment pogner un objectif qui soit signifiant ou insignifiant pour la société, je m'en fous. Mais le processus reste le même après si tu veux sauver des vies pour devenir médecin, là, puis ça t'a montré que tu es capable de le faire. C'est vraiment ça que dernièrement, ben, les 12 dernières années, là, ça a été le gros déclic, genre d'utiliser comme le sport comme mode d'éducation caché un peu là, pour montrer le potentiel du monde physique. Nous, on aime ça, genre aller chercher le potentiel physique, mais être fier que ça leur donne un potentiel psychologique aussi. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, c'est exactement ça qui est arrivé. Ma première compétition en 2012, c'est là que je me suis rendu compte que peu importe ce que je vais faire comme objectif, je suis capable de mettre les efforts si j'aime ça, puis ça me tente vraiment, puis d'atteindre ça. Puis à ce moment-là, mon mindset est vraiment shifté envers ça. Fait que c'est vrai que c'est bien expliqué que c'est beaucoup plus loin que d'être en shape juste de te sentir mieux. C'est aussi l'accomplissement que tu vas atteindre à travers tout ça, là. Puis dans le fond, après ça, tu as donné des formations aussi pour CrossFit à un certain moment donné. Ben, encore maintenant, ça fait 9 ans en fait que je OK. travaille pour eux. Ça, comment Et, c'est arrivé que. Parce qu'il y en a plein sûrement qui font des formations CrossFit et sont comme j'aimerais ça devenir enseignant. Ça a été quoi l'opportunité que tu as eue? Comment que tu t'es ramassé à. Tu as formé beaucoup, beaucoup de monde au CrossFit au Québec? honnêtement, ça, c'est une autre affaire que j'ai appris du sport. Tu sais, je sais pas toi comment ça s'est passé avec tes parents, là, mais moi, genre, quand je commençais à être pas pire en voile, puis je leur ai dit, tu sais, c'est quoi ton objectif de carrière? Ah, essayer d'aller aux Olympiques. Mon père, il est médecin, pense à sa pension. C'est des Européens aussi, là, tu sais, ils ont entendu leurs parents puis leurs grands-parents juste parler de la guerre, puis que, tu sais, faut que, bon. Ma mère, c'est une enseignante, c'est la même chose. Là. Tu travailles, puis tu as ta pension. Je ne trouvais pas ça incroyable. Mais fait que, puis pour finir, genre, je vis très bien. T'sais. Là, on est dans mon garage, là, je suis capable d'avoir un garage gym, je suis capable d'avoir une maison, je suis capable de, tu sais, puis quand les gens te demandent c'est quoi que tu fais, ben, tu es entraîneur. Dans leur tête, je trouve ça bizarre. T'sais. Même, on s'entend qu'il y en a peut-être une couple qui se disent il ne doit pas gagner cet argent-là en étant entraîneur, il doit vendre de quoi. T'sais. Mais, tu sais, on s'entend. Ça, c'est Euh, une autre discussion. une autre discussion. C'est sûrement pas sa connaissance qui lui donne ça. T'sais. Mais fait pour la formation, j'ai jamais essayé, dans le fond, d'être formateur pour CrossFit. J'ai jamais.
quand j'ai compris en voile que, écoute, j'ai regardé, là, j'ai fait l'exercice il y a 5 ans, là, j'ai regardé mon Excel spreadsheet de ma campagne olympique. Puis, tu sais, j'ai dit, mon père était médecin. Fait que là, les gens sont comme, OK, il a eu une enfance facile, genre, son père, c'est vrai, genre, je suis allé à l'école privée. Il n'y avait pas de problème d'argent, c'est clair. Mais quand j'ai dit que c'est ça que je voulais faire, tu sais, mon père était comme, yo, moi, ça me stresse. Tu sais, je respecte ce que tu veux faire, là, mais je ne vais pas t'aider pour ça, là, parce que je ne vais pas te donner l'illusion que tu peux vivre de ça, parce que, genre, dans le fond, moi, je te finance à 35-40 000 par année, genre, pour aller jouer, genre, sur l'eau, tu sais. Fait que je dis pas que ça a été plus dur qu'un autre ou quoi que ce soit, mais tout l'argent des campagnes olympiques qu'on a fait, il a fallu qu'on le fundraise, puis il a fallu qu'on le trouve. Tu sais. C'était pas juste du love money, mettons. Rien, c'est pas mauvais si vous avez la chance de faire ça, mais puis je pense que c'était une bonne idée parce que pour lui, pour mon père, puis pour moi, ça nous a montré que quand je regarde le Excel spreadsheet, là, on dépensait là, environ 250 à 300 000 aux 4 ans. Genre, même des fois, j'étais comme je suis cave, j'aurais pu acheter une coupe de maison avec ça. J'ai fait ça 12 ans, tu me niaises. Mais, fait que j'ai appris que si t'es passionné, là, puis que tu essaies d'être vraiment le meilleur, pas au monde, le meilleur que tu peux, là, tu pourrais être un joueur d'échecs, tu vas gagner ta vie. Parce que la société reconnaît l'excellence. Puis le marché, à long terme, reconnaît tout le temps l'excellence. L'argent va tout le temps être attiré par l'excellence. Peut-être pas à court terme, parce qu'il y a des pubs, Instagram, marketing qui vont dire que l'autre. OK, mais à long terme, ça va tout le temps être ça. Fait que pour devenir formateur, dans le fond, c'était même pas sur mon radar. J'étais juste comment est-ce que je peux être le meilleur coach possible. Puis je me suis pointé à une formation, le niveau 2. Puis oui, après, tu sais, il y a la chance. Mais la chance, j'en ai parlé dans un post il n'y a pas longtemps. Tu sais, c'est définitivement ton opportunité, genre, qui rencontre la préparation. Tu ne peux pas être chanceux si tu n'es pas préparé. Tu sais. Parce que si on regarde n'importe quoi en sport, les bons athlètes sont tout le temps plus chanceux que les autres. Ben ouais, no shit. Ils reconnaissent des opportunités qu'avec leur skill, eux sont capables de prendre, alors que les autres ne sont pas capables. Fait qu'ils finissent par être chanceux. Ben oui. Mais c'est à cause de la préparation qu'ils ont eue. Puis là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis pointé au niveau 2. J'ai fait mon affaire. Puis j'ai reçu un email. Ils ont dit, hey, on a bien aimé ta performance au niveau 2. On cherche du monde. Est-ce que c'est quelque chose genre qui te tenterait? Puis à ce moment-là, j'ai failli dire non parce que c'était même pas dans mes objectifs. Tu sais, c'était comme, ah ouais, ben, ça va m'enlever du gym. J'ai-tu le temps de faire ça? Pour finir, je suis content d'avoir dit oui, c'est clair, là. Mais s'il y en a qui veulent le faire, moi, je dirais, c'est vraiment. L'excellence va tout le temps être remarquée. Mm-hmm. C'est tellement bon, ça. T'sais, nous, quand on donne des formations, une des affaires que je fais aussi, c'est que je regarde qui est le plus attentif, qui pose le plus de questions, puis qui sort du lot. Parce que moi, je me dis, OK, ben, dans les prochaines années, je vais avoir d'autres coachs engagés, puis je vise ces gens-là. Fait que tu sais jamais, c'est tellement bon, ça. Parce que je trouve, ça serait une autre discussion, mais tu sais, on est tellement dans une société où est-ce que tout le monde gagne, tout le monde a des prix. Si tu perds, si t'es fâché parce que l'autre. Tu sais, c'est comme, il y a jamais. Ça a tout été que le meilleur gagne. Puis là, on est dans une société un peu soft qui fait que tout le monde gagne, tout le monde est un prix parce que t'es fini 8e, tu sais. Je trouve que ça l'enlève de. Tu arrives dans une place comme l'entraînement, comme des coachs, que tout le monde veut être le meilleur coach au monde, puis il va avoir plein de clients, puis il veut être formateur, puis tout ça. Puis là, tu t'attends que parce que tu es un bon coach, que tu aies plein d'opportunités qui s'offrent à toi, ou que tu sois invité sur plein de podcasts, ou que tu sois invité à la TV faire l'affaire. Mais non, c'est juste les meilleurs qui vont se rendre là. Puis c'est tellement une bonne affaire. Puis c'est ce qu'on. Récemment, on a parlé de ça dans nos meetings d'équipe, que comme tout le monde, l'affaire qu'il faut qu'on focus, c'est d'être les meilleurs coachs possibles. Le reste va venir. Tu sais, que tu aies des objectifs, peu importe ça soit quoi, dans 5 ans, dans 10 ans, deviens la meilleure personne à faire ce que tu fais présentement, tu vas être récompensé pour ça. Tu sais. À 100%. Puis ça sera à long terme. T'sais, nous, on le sait, c'est pas à court terme. Là. Mais je pense que ça, dans le fond, c'est le meilleur. Puis c'est sûrement pas le conseil que les gens ils veulent savoir. Ils veulent savoir c'est quoi le processus pour se faire engager. Mais tu l'as dit, le processus, là, tu peux le suivre. Mais il n'y a rien qui te garantit de l'avoir. La seule chose qui te garantit d'aller même au-delà de ce que tu aurais pensé, parce que moi, c'était même pas sur mon radar, c'était même pas mon idée de faire ça, ben, deviens le meilleur que tu peux. Va chercher des coachs, va chercher.
Va chercher de l'éducation, va chercher tout ce que tu peux pour devenir le meilleur, puis aie confiance dans, je sais que c'est tough à dire en ce moment, là, mais tu sais, aie confiance dans l'avenir, tu sais, au niveau que c'est impossible. J'ai jamais vu, tu sais, regarde les plus grandes stars qu'on a, mettons, au Québec, là. Tu sais, on a un dude, c'était un amuseur de rue, même. Guy Laliberté, là, tu sais, qui a fait le Cirque du Ah oui, Soleil. oui, Bon, je veux bien qu'il l'ait vendu ça. C'est un animateur de rue, man. Mais le gars, il a juste dit on va être les fucking meilleurs animateurs de rue au monde. Ben ouais, mais regarde, il a révolutionné le cirque. Au complet. Tu sais, c'est fou pareil. Puis c'est ça un peu dans tout. Si demain matin, mettons, tu as des enfants puis que ton fils te dit je vais devenir peintre, tu as un peu peur pour son avenir. Là. Je parle pas de collège pro, là, je parle de peinture. Tu sais, Van Gogh, ça vaut combien ces toiles? Ouais, exact. Puis justement, Picasso, il y a comme une histoire là-dessus qui est incroyable. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était un énorme fan de son vivant. Puis c'est rare qu'il y ait des fans du vivant, genre des artistes, parce que souvent, tu sais, ils prennent de la valeur après. Là. Ton livre va genre devenir incroyable quand tu vas être mort. Mais il est déjà très bon. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ça Ouais. prend plus de valeur parce que tout d'un coup, c'est une œuvre qui est finie. Tu sais, il n'y en aura pas d'autres. Mhm. Mais fait que Picasso, à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un, wow, tu sais, vous êtes mon idole, tout ça. J'ai juste une napkin. Est-ce que vous pouvez me faire genre une petite affaire sur la napkin? J'aimerais avoir un souvenir. Là, en 3 minutes, tu fais de quoi? Puis c'est impressionnant, là. C'est vraiment beau. Puis le gars, il est comme, oh, wow, tu sais, combien je vous dois? Il dit 5 millions. OK, quand même, ça t'a pris 3 minutes. Il dit, je te corrige. Ça m'a pris 30 ans à être capable de me rendre au fait qu'en 3 minutes, je suis capable de faire de quoi qui vaut 5 millions. Mhm. Puis, tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, c'est. J'ai un de mes coachs au gym. Depuis qu'il est au gym, ça fait 8... C'est sa 9e année, mais 8 ans qu'il coach pour moi. Il veut être sur le seminar staff. Il a appliqué, il l'a eu. Les gens sont comme t'es chanceux. Ben non, ça lui a pris 8 ans de préparation. Tu sais, ça fait 8 ans qu'il me le dit, là, je veux le faire. Puis ça fait 8 ans qu'il fait tout ce qu'il faut qu'il fasse. Puis je suis pas encore prêt, puis il a pas encore... Puis là, les gens, c'est comme, ben ouais, lui, du premier coup, il l'a eu, il est bien chanceux. Ouais, mais, tu sais, Ouais, exact. Non, c'est des bons. C'est vraiment bon, ça. Euh, Si on va un peu plus pour ton coaching, tout ça, ça a été quoi tes grandes influences dans le coaching? Je sais que tu fais du CrossFit, mais des influences de Westside Barbell. C'est un peu différent de ce que c'est le CrossFit standard. J'aimerais ça que tu nous ouais. parles un peu de ça. Honnêtement, moi, j'ai tout le temps dans le sport haï les coachs qui faisaient juste te dire quoi faire puis qui n'étaient pas capable de le faire. Genre, j'ai jamais eu de. Puis, c'est pas nécessairement bon, je suis d'accord. Tu peux me trouver plein d'exemples de coachs qui ont amené une équipe, genre à champion du monde, ils connaissent même pas le sport. C'est pas un jugement de valeur. Je veux dire, moi, j'ai jamais connecté avec un gros monsieur qui se mettait dans un bateau amateur puis qui sifflait quand il fallait que je fasse de quoi, puis après, il m'explique que je l'ai mal fait. Puis, je sais très bien que, genre, après, tu sais, il est quasiment en train de boire 2 bières en même temps de le faire, puis je suis comme, dude, tu me dis de faire un lifestyle que tu n'es pas prêt à faire. Je ne dis pas que tu as besoin d'être meilleur que moi parce que c'est toi qui serais sur le bateau, mais quand même. Puis, fait que mes influences, ça a tout le temps été un peu comme dans les arts martiaux. Tu sais. Ma première grande influence, c'était David Bell. David Bell, c'est le gars qui a parti le parcours. Puis, fait que les gens qui courent, qui sautent des affaires, tout ça. Puis, justement, j'étais comme, wow, tu sais, ce gars-là, il est reconnu comme un maître. Puis, c'est le meilleur aussi. Tu sais, c'est un coach, puis il est bon. Ça, c'était la première fois que je voyais un coach qui était bon. Parce que toutes les expériences de coach que j'avais, c'était des gars sur des bateaux amateurs, comme je te dis, qui me disaient quoi faire. Puis après ça, quand j'ai décidé de devenir instructeur en ski, tout ça, là, j'ai retrouvé ça aussi. Parce que le gars, le bonhomme qui te forme, faut qu'il soit en ski. Faut qu'il fasse la même piste que toi, tu sais. Puis dans le monde du ski au Canada, on est reconnu comme dans les meilleurs instructeurs, la meilleure méthodologie au monde. On est dans le top. Genre, tous les pays viennent étudier qu'est-ce qu'on fait. C'est une des affaires dans lesquelles, comme le hockey, on est bon, mais ça, on est écœurant. Puis être niveau 4 en ski, il faut que tu sois un esprit de pédagogue, mais en même temps, il y en a plein qui sont jamais capables parce que le côté physique, c'est qu'il faut que tu sois un athlète. Il faut que tu sois Mm. capable de skier plus fort que les gens que tu coaches. Puis tu vas coacher des élites. Fait qu'il faut que tu sois vraiment bon.
Fait que ça a été une deuxième influence. J'étais comme, yo, c'est possible de non seulement être le coach, mais en plus d'avoir un certain niveau. Pas être aussi bon nécessairement, en ski, c'est un peu intense là, de devoir être meilleur que ton. Mais c'est parce que c'est le côté récréatif. Fait qu'en théorie, les coachs de l'équipe nationale ne sont pas meilleurs que leur athlète, parce que sinon, ce serait eux l'athlète. Puis après ça, c'est ce que j'ai retrouvé c'est ce que j'ai adoré dans le CrossFit. J'avais encore une fois le stéréotype du kinésiologue qui finit, puis qui va prendre sa pause, puis qui fume une cigarette, qui mange mal, puis qui te dit quoi faire sur la machine, puis dans le fond, il a l'air de rien. Sa vie n'est pas athlétique, il n'est pas athlète, il n'est pas, encore une fois, stéréotype, là. Zéro, genre la réalité. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas aller nécessairement là-dedans, ça ne calait pas, tu sais. Puis dans le CrossFit, j'ai comme retrouvé ça un peu, parce que comme j'étais là au tout début, les coachs, c'était les athlètes. Ça a beaucoup changé maintenant. Maintenant, il y a des carrières de coach, puis il y a des coachs en CrossFit que oui, ils ne walk pas le talk. C'est clair. Puis c'est une grosse bataille que j'ai, une grosse croisade là, que c'était formée par moi. Je vais en parler là, de ça. Là. Puis après ça, quand j'étais dans le CrossFit, j'ai découvert qu'il y avait plein de côtés de sport qui avaient ça un peu. C'était des maîtres. Au niveau que Louis Simmons, là, il a au-dessus de 70 ans, puis tu le vois faire des rack pulls à 650 livres. Je m'en fous que c'est le meilleur au monde ou pas. Là. Ça inspire un peu de respect. Tu sais, t'es comme, yo, man. Le gars, je m'en fous qu'il ait pris des stéroïdes dans sa vie. Là. En haut, il est encore capable de genre se motiver à 73 ans. Let's go. C'est malade, ça, tu sais. Fait que oui, c'est pour ça que Westside Barbell est rentré dans ma vie. Parce que justement, tu sais, je voyais dans Louis Simmons comme un maître là, au niveau que c'est encore le top dog genre de son gym au niveau mental. Tu sais. Puis les gens ont un respect parce qu'ils passent par les mêmes états que ses athlètes. Puis ces athlètes lèvent bien plus lourd, ben oui. Mais lui, quand c'est un max effort, il se met dans genre, c'est un max effort. Là. Si je lève pas la barre, il y a quelqu'un qui meurt, fait que je suis mieux de la lever. Tu sais, il est densité, il est là-dedans. Fait que, il y a ça que j'ai vu. Pour le moment, honnêtement, on a eu aussi une influence un peu en gymnastique qui n'était pas genre quelqu'un de top, comme mettons Louis Simmons, tout ça. Mais quand ma fille a commencé à faire de la gymnastique, une des coachs, c'était comment poser des questions sur le CrossFit, tout. Puis pour finir, elle est devenue membre. Fait qu'on a organisé pendant 2 ans des cours où est-ce qu'elle nous les donnait. Parce que j'étais comme justement, là, j'ai retrouvé un peu la même affaire aussi. J'étais comme, yo, c'est une coach de gymnastique. Puis, tu sais, elle walk le talk. Elle est plus capable de faire des compés ou n'importe quoi. Mais tu sais, elle est encore en forme, puis elle comprend qu'est-ce qu'on essaye de faire. Fait que, puis c'est le même principe avec toi. Tu sais, je m'en fous, genre, que tu gagnes Monsieur Olympia ou pas, là. Mais je veux dire, si j'ai un athlète qui veut prendre de la masse, tu fais pas juste dire, hey, dude, mange ça. Tu sais, tu le fais. Tu le fais. Peut-être que le gars, il va te dépasser, là. Au niveau, je veux dire, ça dépend le métrique qu'on a, là. Mm-hmm. Mais je veux dire, tu sais, ça se peut que tu en aies un qui te dépasse, là, au niveau qu'on parle de symétrie, quantité de masse musculaire, tout. Ben oui, ça se peut. T'sais, mettons qu'il y a Reggie qui décide d'embarquer avec toi, il y a un peu plus de masse musculaire, mettons, juste parce qu'il est gifted génétiquement, mettons, t'sais. Mais il reste que tu vas rester son maître, au niveau qu'il est comme, yo, lui, je peux l'écouter. Non seulement il va chercher la connaissance, mais en plus, il le teste, il le fait, tu sais. Puis, nous, c'est ça qui nous a, dans le renforcement, ben, Louis Simmons nous a aidés, mais Reggie, exemple, nous a aidés. C'est la première fois qu'on rencontrait un gars qui venait straight du bodybuilding, qui était juste comme, ah, ça a l'air cool, j'essaye votre affaire. Puis on est comme, yo, si le gars, il est ouvert de même, on devrait être ouvert à son affaire aussi. Tu sais, je veux dire, le gars, il est habitué à, ben, comme toi, tu es habitué à être un maître dans ce que tu fais. Puis mettons, tu dis, hey, je vais essayer telle affaire. Tu sais que tu vas. Tu vois tout de suite que tu n'as pas peur du ridicule. Parce que tu sais que tu ne vas pas clencher la personne dans son domaine. Tu le sais. Là. Je veux dire, moi, c'est le même principe. Là. Tu peux me faire pleurer avec des 2 livres si tu me places correctement. Je veux dire, on s'entend. Là. Je sais que je ne vais pas shiner. Mais si tu es prêt à aller là-dedans, ben, veux pas, ça, c'est des gens qui m'influencent. Parce que c'est ça, c'est pas des coachs, c'est des maîtres. C'est comme en arts martiaux. Tu sais que la personne est passée par la même affaire que toi, fait que
on dirait que tu connectes encore plus deep que juste, ouais, dis-moi quoi faire. Ouais, 100%. Puis, je sais pas si tu as lu le livre Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell, mais il parle qu'il y a 5 niveaux en fait de leadership que tu peux avoir. Puis au début, c'est que les gens, le premier niveau, c'est très simple, c'est que les gens te suivent pour qu'est-ce que tu fais. T'sais. Fait que déjà, si tu veux influencer les gens positivement, walk the talk. C'est l'affaire la plus simple à faire. Puis, tu sais, les coachs qui commencent, la première affaire, c'est, mettons, tu veux être expert en transformation physique, sois ultra en shape. C'est comme la première étape. Genre, oublie les funnels, les tunnels de marketing, les affaires, là, deviens en shape. C'est la première affaire, c'est comme walk the talk de ce que tu dis. C'est bon, ça. Puis parle-nous un peu là, t'es propriétaire de 2 CrossFit. Force 5 fait de la préparation d'athlètes. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Comment t'as bougé les choses? On a parlé un petit peu avant qu'on commence. Ça a été quoi tes prises de conscience? Comment t'as adapté ton service? Ouais, prise de conscience. Moi, je pense que 2020, pour moi, c'est prise de conscience. C'est le premier confinement, là, je me suis fait prendre par surprise un peu comme tout le monde. Honnêtement, moi, en plus, c'était exactement en même temps que j'étais supposé faire une grosse compé. Là. Il y avait le Atlas qui était une compétition genre internationale de CrossFit à Montréal. J'étais qualifié tout. J'essayais pour la première fois vu que je suis un peu plus vieux maintenant, là, j'essayais de comme me préparer pour vrai. Là, d'habitude, je fais juste qu'est-ce que je fais tous les jours, puis j'arrête une journée avant, puis je m'en vais faire la compé. Là j'étais comme, on va ressortir un peu l'affûtage. Puis bon, peu importe, fait que j'étais fucking primé. Pow, c'est annulé. 2 jours après, pow, les gyms sont fermés. Fait que j'étais en beat, j'étais pas content, pour plein de raisons, ton business ferme. Genre, moi, j'avais un pic, là, j'étais prêt à tout péter, là. Genre, en plus, je savais qu'il y avait une épreuve de force, puis j'avais fait toutes les visualisations un petit peu de ça. Je vais PR mon snatch, ah ouais, let's go, tu sais. Bon. Là, tu peux même pas le faire. C'était comme, ah! Fait que tu as toute cette frustration-là que tu veux, que tu as comme un peu du control aggression que tu as accumulé parce que tu voulais tout péter, là. Fait que là, bon, j'ai fait une fin de semaine de training dans mon garage, ça m'a calmé. Mais là, j'étais dans le mauvais mindset. J'étais dans le mindset, ben, ça va durer 1 mois, là. On repart. Après, on va juste attendre. J'ai essayé d'être positif en me disant, ça te donne 1 mois de congé. Et tu vas pouvoir, bon, tu vas pouvoir lire un peu plus, toutes ces affaires-là. Mais j'étais passif. Ce qui fait que plus ça a avancé, plus genre j'étais de mauvaise humeur. Là, au niveau que j'étais comme, ben là, c'était supposé repartir, ça n'a pas reparti, c'est quoi la joke? T'sais? Là, en plus, tu te mets à commencer à avoir peur. C'est la première fois genre que ça arrivait, on était fermé au complet. J'étais comme, man, j'ai travaillé comme un débile pendant 11 ans, puis là, tu vas pas me dire que je vais faire faillite pour une niaiserie. Là. Tu te mets à penser à plein de scénarios. C'est pas une niaiserie, la COVID. Là. Mais je veux dire, une affaire que j'ai pas pensé. C'est niaiseux parce que j'y ai pas pensé. Là, ça a reparti. J'imagine que ça a fait la même chose que ça a reparti fort quand ça a reparti. Ouais. Genre, les gens étaient là, ils amenaient leurs amis. On dirait que les gens ont comme pris une prise de conscience un peu comme ça pourrait m'être enlevé, fait que si je peux en profiter, je vais le faire. Fait que c'est reparti fort, mais là, c'était dans ma tête. J'étais comme yo, j'étais passif. C'est moi qui recevais les coups, là, puis j'ai pas vraiment aimé ça. Comment est-ce que je peux faire pour que si ça réarrive, COVID, pas COVID, j'ai une stratégie qui fonctionne. Puis c'est surtout ça qui m'a comme. Ma façon d'attaquer la situation, dans le fond, c'était pas de dire si le COVID revient, c'était vraiment juste si une situation similaire revient, comment est-ce que je peux être bulletproof, tu sais? Genre, mettons, j'avais une veste par balle, là, mais je me suis fait tirer dans le bras, là. Comment est-ce que ma veste par balle, elle peut protéger le bras? T'sais? Fait qu'avant que ça reparte, là, j'étais déjà en train de me dire une petite introspection, là, puis le plus gros problème que j'avais, c'est que je ne croyais pas à l'entraînement virtuel. Même les gens que je coachais de façon remote, comme exemple Jess, là, qu'on connaît les deux, je poussais souvent que hey, viens en personne. Viens me voir. On va faire ça, puis après, je vais te donner, puis viens me voir. Puis, c'était pas 100% remote. Dans ma tête, c'était pas du remote coaching parce que dans le fond, je savais comment elle bougeait, je savais comment elle réagissait, tout ça, parce qu'on avait une interaction personne à personne souvent. Puis là, je me suis dit que c'était ça ma pire faiblesse. Je me suis comparé. Je me suis vraiment comparé au monde qui disait, tu sais, les téléphones intelligents, c'est stupide.
Puis il y en a plein qui l'ont dit. Là. Puis pendant un bout, j'avais un BlackBerry, puis j'étais comme, enlever l'écran physique, c'est stupide. Je le disais aussi. Là. Un peu comme le monde qui disait que l'Internet, ça allait être une mode. Là. Oui, l'Internet, C'est c'est dans une le temps. mode. Puis dans mon cas, tu sais, les gens qui disent que le CrossFit, c'est une mode, puis je suis comme, doute, ça fait 19 ans que ça existe, mais bon. Mais, mais exactement, tu sais, j'étais comme, yo, je suis rendu dans la gang des gens qui parlent puis qui n'ont pas fait de réflexion là-dessus, qui sont juste comme, c'est quoi ton argument pour dire que l'entraînement virtuel, c'est stupide? T'en as pas. Tu fais juste le dire pour le dire, parce que ça te challenge, ça te met inconfortable, puis parce que, encore une fois, tu es rendu à un plateau, parce que tu es confortable dans genre, tu sais, moi, dans le personne to personne, genre, je suis bon. Fait que j'ai pas le goût de checker les autres affaires dans lesquelles je suis pas bon. Fait que ça a été ma prise de conscience. J'étais comme, yo, Matt, tu sais, tu prêches genre qu'il faut que tu te mettes inconfortable puis tu continues à avancer. Puis toi, tu es inconfortable dans ce milieu-là. Fait que tu dis, je ferme la porte. Je le fais pas. Fait que là, honnêtement, je vais me faire sûrement pas des amis, là, mais je vais le dire pareil. Vu que j'ai pris cette prise de conscience-là, puis là, je me suis dit, OK, il me faut un gym hybride. Il faut que j'apprenne à contrôler un peu ce qui se passe dans le monde virtuel. Puis ça sera pour les 5, 10 prochaines années pour que dans 10 ans, je sois incroyable. Fait que quand il y a eu la deuxième fermeture, j'étais quasiment excité. Tu sais, j'avais 50% de moi qui était comme, ça va recommencer, il va falloir genre avoir des subventions, il va falloir faire ça, il va falloir dealer que mes membres ne sont pas contents. Puis il y avait un autre 50% de moi qui était comme, tu sais quoi, c'est ça que j'avais besoin. Maintenant, j'ai plus le choix. Go. Genre, on essaye ça. Fait que je dis pas que je suis content qu'il y ait la fermeture, là, on s'entend, mais je l'ai comme vu, au lieu d'être passif, j'étais comme, tu sais quoi, l'adversaire est meilleur que je pensais, mais là, je suis capable de donner des coups, tu sais. Fait que je vais plus apprendre. Fait que comment ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que, ben, on a fait un énorme brainstorm qui continue encore, qui, à mon avis, va me prendre les 5 prochaines années pour coucher sur papier, dans le fond, pourquoi j'aimais pas l'entraînement virtuel. C'est pourquoi est-ce qu'un bon coach va être hésitant à dire je serais capable de t'amener à tes objectifs en virtuel à 100%. Fait que là, j'ai commencé par ça. Puis il y avait des choses là-dedans comme parce que tu ne peux pas remplacer l'entraînement personne à personne. Je m'en fous que tu prennes un Zoom puis tout ça. Tu n'as pas la même transmission de culture, de vibe, de genre lire l'émotion de la personne quand tu la places, puis genre, ça, tu ne l'as pas. Puis tu ne seras pas capable de l'avoir. Je m'en fous que tu me parles de réalité virtuelle, si ça, c'est comme si tu étais là. Ça, tu ne pourras pas. Fait que ça, j'ai mis ça dans les négatifs. Tu sais. Fait que là, j'ai listé plein de négatifs. Puis après ça, j'ai listé tous les positifs. C'est comme, c'est quoi qui fait qu'un entraînement virtuel peut être meilleur? C'était tough au début parce que, tu sais, c'est sûr que j'étais avec un biais de c'est moins bon. Puis là, je me suis dit, peut-être que je regarde la mauvaise affaire, peut-être que je regarde trop c'est quoi que l'entraînement pourrait. Puis j'ai dit, ben non, il faudrait que je regarde c'est quoi que l'expérience qu'on crée chez le client pourrait bénéficier genre du virtuel. J'ai commencé à regarder à l'extérieur, dans le fond, de l'entraînement. Exemple, quelqu'un maintenant qui est avec nous, ben avant, il voulait avoir des discussions avec moi, mais il ne pouvait pas. Parce qu'on a un groupe de 15. Ça dure 50 minutes. Après, il faut nettoyer le matériel, puis tu t'en vas. Fait que peut-être tu as 1 minute pour me parler. Fait que là, avoir des plages horaires où est-ce que tu peux m'écrire des messages, où on peut interagir par Zoom ou peu importe, c'est un gros plus. Quelque chose que tu ne pouvais pas avant. Fait qu'il y a ça. C'est quoi les autres plus? Moi, je fonctionne maintenant avec le fait que la session est enregistrée une fois dans la journée, puis elle roule toute la journée. Ben, moi, ça me libère. Fait que là, je peux parler avec la personne. Là, je peux créer d'autres contenus. Fait que là, tout d'un coup, j'étais comme, yo, tu sais, il y a plein d'aspects positifs. Où est-ce que je peux donner un meilleur service? Puis là, j'essaye pas de dire il y en a un qui est meilleur que l'autre, le in-person puis le virtuel, mais je me suis juste rendu compte, dans le fond, si tu veux gagner la game dans le virtuel, check dans quoi tu peux gagner la game. Tu la gagneras pas dans la correction du mouvement. Il n'y a rien qui va comparer à aller faire une session privée avec toi si je veux améliorer l'engagement de mon triceps. Tu ne vas pas pouvoir me l'écrire ou me le montrer sur caméra de la même façon que si on interagit. Mais d'un autre côté, il y a bien des affaires que tu peux faire. Comme exemple,
me parler de motivation. Ça, tu peux l'enregistrer une fois, puis à chaque fois que j'ai le goût de l'écouter, je peux le réécouter. Tu peux écrire des livres. Pour écrire un livre, il faut que tu aies du temps. Fait que là, tout d'un coup, tu t'es libéré. Tu peux former tes coachs, tu peux te former toi-même. Fait que là, tout d'un coup, je commençais à voir comment, tu sais quoi, c'est pas juste négatif. Fait que ce qu'on fait en ce moment, dans le fond, c'est un énorme travail de qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour être bon en virtuel. Parce que je pense, encore une fois, tu sais, on en a parlé, je me fous pas mal du nombre de clients genre que j'ai en ligne. Ça me fait plaisir d'en avoir. Puis je m'en occupe le plus possible. Mais j'ai pas d'objectif de genre, moi, quand j'en ai 200, je vais être content. J'ai la même approche que quand j'ai commencé en 2009. J'essaye pas de devenir formateur, j'essaye pas. Comment est-ce que je peux devenir le meilleur dude en ligne? C'est quoi la game? Puis comment est-ce que. Puis quand je dis le meilleur, c'est pas le meilleur au monde nécessairement, le meilleur par rapport à moi. Fait que comment est-ce que je peux continuer à m'améliorer, continuer à m'améliorer, continuer à m'améliorer, puis dans 5 ans, les gens disent exactement le même principe que là, ils disent de nous, ben ouais, dans son domaine, il est bon. Ben c'est ça. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait en ce moment. C'est une grosse expérience. C'est pas tant un voici le step-by-step pour survivre à la COVID. Moi, je pense que c'est vraiment voici les étapes que j'ai besoin personnellement de faire pour qu'en 2050, CrossFit Laval soit un gym hybride de qualité. Parce que ça va commencer en 2020. C'est fort, ça. Une des affaires que j'aime ça dire aux gens là, ces temps-ci, c'est comme pense dans 10 ans où est-ce que tu veux être, puis commence à agir comme ça aujourd'hui. Tu sais, si je n'avais un hier dans un coaching, un coach qui veut, dans 5 ans, être 100% en ligne. Mais ben là, il était comme moi, je vais checker pour me louer un bureau, mais que les gyms réouvrent. Mais pourquoi? Tu sais, il va falloir que tu le rechanges à un certain moment donné. Commence maintenant. Fait que je pense que c'est bon de se dire où est-ce que je veux être là, puis si je veux être telle place, je vais juste devenir déjà présentement le meilleur que je peux dans ce domaine-là. Là. Ça, c'est vraiment bon. Puis pour terminer, tes cours, ça ressemble à quoi? C'est-tu du CrossFit? As-tu besoin des barres, des plates? Comme Ouais, avez-vous c'est vrai différents ça. styles Merci. d'équipement et tout ça? Ou? Merci. Moi, je pars dans tous les sens. Heureusement que tu es là pour me ramener. Parce que c'était ça, ça faisait partie de la question. J'ai comme complètement oublié. Dans le fond, comment on fonctionne? C'est on s'est dit le concept, c'est pas parce que tu aimes aller au restaurant que tu n'as pas une cuisine chez toi. Fait que le concept en partant, c'est que même si tu aimes mieux aller dans un gym, même si tu aimes mieux aller au restaurant, il faut que tu commences à t'équiper chez toi. Ça, point final. C'est genre te dire, tu vas pouvoir juste remplir un gallon d'eau, puis tout ça, c'est broche à foin, ça passe. Ça passe, là, on donne ces options-là, mais il y a un moment donné, il faut que tu fasses le commitment de faut que je pointe l'équipement. Fait que l'équipement minimal qu'on a, c'est 2 dumbbells, une corde à sauter, un manche à balai, là, un bâton de PVC. Puis après ça, c'est sûr que on utilise souvent des boîtes de plio. Là, on le monte avec des chaises, mais on est comme, guys, voici le plan d'une boîte de plio. Là. Tu t'achètes une planche de plywood, tu demandes déjà ces coupes-là, tu as juste à la visser, c'est fait. Puis oui, ça va encombrer ton salon, mais ça peut devenir ta table de chevet si tu veux. Là. Si tu veux commit à être en forme, à mon avis, je pense que un peu moins ici, là, mais moi, toute ma famille est française. Quand je m'en vais dans la maison, exemple, ancestrale de mes grands-parents, puis c'est la maison de leurs parents, là, tu te rends compte que la cuisine est grande de même, puis il était 11, qu'il n'y a pas de salon, qu'il n'y a pas. Tu sais, les maisons ont changé intense. Là. Maintenant, tu as une salle de TV. Là. Maintenant, tu as une grosse cuisine avec un îlot, puis c'est fonctionnel. Puis pourquoi alors, genre, maintenant, on n'a pas un petit coin qui est dédié au fitness? Je te dis pas d'avoir un gym comme moi qui est freak, là. Un spot où tu as 2 dumbbells, un petit tapis, quelques élastiques, une barre à pull-up dans le cadre de porte, là, avec 2 anneaux genre qui sont pendus là. TRX, tu préfères. Je veux dire, peu importe. Mais je veux dire, je pense que les gens, j'essaie de les shaker un peu à réaliser, c'est un bon investissement. Tu en as une de cuisine, même si tu ne cuisines pas vraiment. Parce que tu as besoin du frigo, tu as besoin, là, même si tu vas au gym 7 jours sur 7, il n'y a rien qui t'empêche que tu as des mouvements, genre de réadaptation de ton épaule, n'importe quoi, où ça serait plus efficace si tu le faisais 2 fois par jour, 5 minutes au lieu de 10 minutes collées. Fait que go, maintenant, tu as un spot chez toi. Là. Fait que c'est surtout ça qu'on joue sur l'équipement. On part minimal, mais on encourage définitivement le monde à, si tu es capable, grossir tranquillement
ton équipement, ça ne t'empêchera pas d'aller au gym. Ça va juste rendre ton expérience encore meilleure. Ouais. On va encore au cinéma, puis on a tous des cinémas maison. C'est ça. Ouais, puis tu sais, le monde qui se sont dit on va attendre, qui se sont jamais équipés depuis le mois de mars passé, mais là, ils doivent être comme sacrément, j'aurais dû m'en acheter des dumbbells quand c'était pas 4 piastres la livre. Puis l'affaire, c'est que si on regarde la tendance. Ouais, c'est intense. Si on regarde la tendance de ce qui se passe au Québec, le 11 janvier on ne souhaite pas, mais va probablement être repoussé encore d'un autre défi de 30 jours. Puis, c'est correct, il faut juste comme. Moi, je pense qu'il faut toujours s'attendre au pire, mais être optimiste. On veut, mais comme un peu, tu t'es rendu compte de la première shot, puis nous autres, la même affaire, là, ça a été comme le deuxième confinement, j'étais comme OK, bring it, mon homme. Là. Si j'ai délai le premier shot, mais c'est un peu ça, le présentement, c'est comme faut-tu t'attendre à ce que le 11 ça ferme, ça soit encore fermé les gyms. Puis si ça l'ouvre, ben Colin, tant mieux. Nous, ce que je dis à nos clients, c'est fermé jusqu'au mois de juin. Mettez-vous ça dans la tête, là. Puis si c'est ouvert avant ça, tant mieux, ça va être le fun. Je vais être le premier content là, que le gym réouvre. Mais c'est juste, faut-tu t'attendre à c'est quoi le pire. Puis je pense que tu as une couple de livres d'armée que tu lisais de. Ça se peut-tu? Ça, je t'ai déjà vu poster des affaires la même. Mais tu sais, dans les livres de Navy SEAL, ils vont dire tu as le plan A, le plan B, le plan C. La meilleure chose, ce qui est probable d'arriver, puis le pire qui peut arriver. Puis il faut toujours que tu sois prêt. Puis je me souviens plus c'est dans quel livre qui explique qu'il s'en allait sur une mission, puis là, le team, il parlait justement des plans d'action. S'il arrive ça, s'il arrive ça, s'il arrive ça, puis il y avait un petit nouveau qui était comme ah, mais si l'hélicoptère a crash. Puis là, il y a du monde qui riait. Voyons, l'hélicoptère ne crashait pas. Puis là, le leader, il a dit non, c'est vrai, on va en parler de ça. Puis dans cette mission-là, l'hélicoptère a crashé. Puis il était prêt. Ben ça, c'est quand ils sont allés en Afghanistan pogner Ben Laden. C'est dans Joko Willing, Extreme Ownership. C'est ça, exact. Je ne sais plus sûr lequel. Mais tu sais, c'est ça. Mais il était prêt à toute éventualité. Puis c'était un peu ça si. Même si je m'avais dit c'est une business de coaching, mais même si c'est pas ça, même si t'es juste. T'es quelqu'un qui fait de la comptabilité pour whatever, tu as une job d'usine, whatever, ça se peut que ça ferme, ça se peut. Il y a comme plein d'affaires qui peuvent arriver, fait que sois juste prêt à peu importe ce qui arrive. Exact. Non, à 100%. Puis je pense encore plus pour nos clients, il faut qu'ils se rendent compte que nous, quand ils nous parlent, tu vois que l'entraînement est très important pour eux. Fait qu'ils sont un peu en détresse si tu leur enlèves ça. Mais je suis comme, il n'y a personne qui te l'enlève. Je veux dire, si l'entraînement est si important que ça pour toi, ben, tu vas faire les séances que toi, tu montes, exemple, comment faire pour continuer à garder ses gains de masse avec peu de poids. Mais oui, ça sera moins efficace que si tu as accès à des gros poids. Là. Mais si c'est important pour toi, tu vas le faire. Fait qu'il faut que tu t'enlèves de la tête que je vais juste le faire dans une situation optimale. C'est comme je vais le faire n'importe quand. Puis, je pense que c'est pour ça que moi, j'étais extrêmement chanceux parce que j'étais déjà habitué à ça. Quand tu fais du bateau à voile, tu sais jamais les conditions qu'il va y avoir. Fait que, tu sais, ça passe de pas beaucoup de vent, puis moi, j'étais facilement léger, tout ça, fait que je pétais tout le monde quand il n'y avait pas de vent. À genre, il y a comme une tempête, puis là, tout d'un coup, ça se retourne contre toi, tu sais, tu n'as plus les avantages, mais fait que tu es déjà habitué à tout le temps dealer, de jamais être à 100%, de juste essayer de faire le mieux de la situation. Mais je pense que nous, dans notre monde, en Amérique du Nord, où est-ce que ça fait pas eu de guerre depuis notre création, là, on est comme plus habitué à genre, tu sais, pourrait y avoir des choses qui chamboulent un peu notre vie quotidienne, puis comment est-ce que je vais faire pour être le plus proche de 100% pareil? Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ceux qui vont avoir pris 2020 au sérieux, là, qui vont continuer leur training, tout ça. Là. Ils vont être à des années-lumière de ceux qui vont recommencer en juin en 2021, là, même s'ils n'étaient pas optimales. Ça, c'est vraiment bon ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu de crise de notre vivant. En tout cas, moi, personnellement, il n'y a jamais eu de crise comme ça. Il y a eu des crises personnelles, des affaires qui sont arrivées, mais de quoi que tu es comme, OK, là, c'est big. Puis je suis sûr que justement, en Europe, du monde qui ont vécu, peut-être tes parents qui ont vécu plein d'affaires, ils ont entendu parler de la guerre. Tu parles de ça à ton grand-père. Ça m'a marqué. J'étais chanceux, mes arrière-grands-parents étaient encore vivants quand je suis né. Puis, j'ai allé dans le sous-sol de mon arrière-grand-père dans le nord de la France, là, proche du débarquement en Normandie. Puis, son sous-sol, c'était bizarre. Il y avait comme un demi-mur dans le milieu. J'étais tout le temps comme, c'est quoi la joke? Pourquoi tu n'enlèves pas le mur? Le gars, il était briqueur maçon. J'étais comme, c'est une joke pour toi, là.
Il est comme, non, c'est parce que j'avais fait un mur dans le milieu pour mettre toutes mes affaires qui avaient de la valeur, dont ces bouteilles de vin, dans le fond. Toutes ces affaires qui avaient de la valeur à cet endroit-là, au cas où les Allemands arrivent, puis qu'ils doivent évacuer pour pas qu'ils pognent. Puis comme je veux m'en rappeler. Tu sais, que n'importe quand, ça se peut qu'il faille que tu partes, puis tu sais, moi, j'avais 5 ans, là, puis j'étais comme, de quoi tu parles? N'importe quand, il faut que tu partes. Mais tu sais, ça me marquait solide. Puis, mettons, je prenais une pêche, puis il y avait un petit bout noir, là, puis j'étais comme, je la veux pas. Puis là, il pétait une crise, mon arrière-grand-père. Tu sais, il la coupait, il l'enlevait, il est comme, yo. Puis il mangeait la mauvaise partie, tu sais. Mais comme ça se peut que tu n'en auras pas de pêche demain, tu sais. Puis là, maintenant, je comprends pourquoi. Puis, encore une fois, tu sais, je ne suis pas pour la fermeture ou n'importe quoi, mais je pense que nous, comme business owners, qui vont être de l'autre bord à un moment donné, c'est comme la meilleure leçon qu'on ne peut pas avoir de notre vivant, là. Tu sais, le plan C là, du petit nouveau qui dit si l'hélicoptère crash, là, tu sais, honnêtement, t'as-tu lu ta police d'assurance? Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est marqué, là. Ça ne couvre pas les pandémies. Je ne l'ai jamais lu, cette affaire-là, parce que, tu sais, j'étais comme, les pandémies, on n'est pas dans les années 1900. C'est ça. Tu sais, le petit nouveau qui dit, l'hélicoptère va peut-être crasher, peut-être que j'aurais dû l'écouter, là. C'est ça. Je pense que c'est vraiment important que quand ça va bien, d'apprendre d'être confortable dans l'inconfortable, ça permet d'être plus résilient quand il arrive des trucs de même. Puis tu sais, il y a du monde qui vont trouver ça. En tout cas, moi, je suis d'avis que des affaires de pousser au-delà de tes limites puis vraiment d'être inconfortable, ça va te permettre justement, quand il arrive là, des affaires de même, mais qu'est-ce qu'on est capable de dealer avec ça. Tu sais. Puis il y a une phrase que j'ai postée justement ce matin sur Instagram, c'est strong men make strong time, mais puis strong time, non, c'est strong men makes easy time. Easy time make weak people. Weak people make bad times. C'est ça, exactement. On est rendu là. Exactement, on est exactement dans cette transition-là. Puis je pense que c'est important de le prendre avec ouverture, tout ce qui arrive, puis avec apprentissage. Donc, on va terminer là-dessus, parce que j'ai une rencontre à midi. Je suis déjà un peu en retard. Merci pour ton temps, Mathieu. C'était super intéressant. C'est super cool. On fera un part 2 bientôt parce qu'on a juste effleuré, dans le fond, ce que je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet? Si vous êtes sur Internet, crossfitlaval.ca, c'est mon site web. Si vous cliquez sur l'onglet Chez toi, vous avez la version virtuelle de CrossFit Laval si jamais ça vous intéresse. Puis sinon, si vous voyez comment mon nom est écrit, là, je suis vraiment facile à trouver sur Instagram, WhatsApp ou n'importe quoi, là, parce que je suis pas mal le seul au Canada avec Mathieu Dubrecht, de même. Excellent. Fait que merci pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, faire un petit like aussi, puis on se parle la semaine prochaine. Bye.